Bonjour à tous, eh bien, merci. Les 12h46, vous êtes toujours dans le ZCL, vous êtes toujours en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. Nous allons faire le point avec vous, puisque vous le savez, avant même de vous présenter nos invités, je vais vous dire que la Guadeloupe est toujours bloquée. Cap-Esther-Bello, pas essayé, vous pouvez passer. Mao, c'est pareil. Mao Gaillard, on vient de me le préciser, la situation est aussi compliquée. Et le record, bien sûr, c'est Sainte-Rose, mais à Périn, c'est pas mieux. Donc, autant dire que les écoles resteront fermées, puisque le préfet a décidé de maintenir le couvre-feu jusqu'au samedi 27. Ça signifie que la Guadeloupe est bloquée au moins jusqu'au 27. Alors, deuxième information, c'est que, vous avez dû l'entendre, le ministre des colonies, comme on appelle le ministre Lecornu, puisque hier, nous avons reçu ici M. Harry-Chalus qui nous a dit qu'il avait demandé une intersyndicale, de rencontrer une intersyndicale avec une délégation interministérielle. Le ministre Lecornu a déjà dit qu'il ne veut pas rencontrer Domota. Donc ça veut dire que, ça, combien de temps nous allons bloquer encore. Sinon, bien aujourd'hui, dans un instant, on va recevoir Mme Christiane Coupé de Camartin. Bonjour. Bonjour. Et M. Jean-Claude Montaud, bonjour. Bonjour. Ce sont tous deux des porte-parole du comité pour l'abrogation de l'impôt, car l'on appelle aussi l'impôt corné. Ils vont nous expliquer tout à l'heure en direct de quoi il s'agit exactement. Serge Haribo, il est secrétaire général de l'UGTM, pas l'UGTG, l'UGTM Santé en Martinique. On devait faire le point de la situation en Martinique, puisque hier soir à Sainte-Thérèse, ça a été très, très chaud aussi. Et puis on fera le point à la fin, vers 13h30, avec une psychologue qui va nous expliquer un peu pourquoi autant de violence en ce moment. Est-ce que les jeunes sont des voyous? Est-ce que ce sont des gangs? Est-ce qu'il y a une réaction particulière? Sinon, l'actualité, c'est le maire de Basse-Terre, André Atala, qui nous expliquera un peu la situation à Basse-Terre, puisque vous savez que hier, Basse-Terre a été complètement ville morte, mais aussi, il faut porter des réponses. Donc, en revenant de Paris, il s'est rassemblé avec ses élus. Ils feront un petit peu le point au micro de Olivier Félix. Réaction à Bouliki. Eh bien, Bouliki, hier soir, il y a eu, vous le savez, un jeune qui a été blessé par les forces de l'ordre. Les jeunes ne sont pas contents. Ils donnent leur position sur cette affaire. Dans le même temps, le SDIS aussi, avec Charlie Dagonia, va parler, puisque des mesures, semble-t-il, sont apportées, des solutions. On fera le point. Et puis dans les stations-service, la situation commence à devenir compliquée, puisque le préfet a décidé de restreindre la distribution du carburant. Et vous avez droit seulement à 20 litres en ce moment. Est-ce que ça peut durer longtemps? Bien, on verra aussi. Et puis, on fera un petit tour du côté du CIVAD avec Charlie Dagonia. Voilà un peu le point du jour. On vous remercie d'être avec nous en direct du ZCL, en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout où on nous suit. Et je vous l'ai dit, on va parler de l'accord. Alors, vous savez que depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de montées et descentes, comme on dit, beaucoup d'allées-venues par rapport à un impôt que les Gozériens trouvent injuste, une augmentation brutale des impôts de plus de 60%, je crois. On va le confirmer. 200%. Pardon? Plus de 1200%. 1200%, loin, t'es loin même. Alors, donc, un comité s'est créé. Il y a eu des rencontres juste avant les barrages la semaine dernière. Entre-temps, Cédric Cornier est parti au Congrès des maires, on l'a vu sur les réseaux. Et le problème n'est toujours pas résolu, puisque des Gozériens se trouvent aujourd'hui pratiquement taxés, impactés avec des sommes qu'ils ne peuvent pas payer. Alors, Jean-Claude Montaud, merci d'être là. Christiane Coupé-Camartin aussi. Alors, l'origine du problème, c'est quoi exactement au départ? Oui, alors l'origine du problème, c'est le 15 janvier. C'est une date qu'on ne va pas oublier. Ce fameux conseil communautaire qui s'est déroulé à la Désirade. Et pour certains motifs d'ailleurs. Ce conseil qui s'était déroulé a voté l'augmentation des différentes taxes, et notamment de la taxe foncière. Alors, il faut savoir que cette taxe qui était à 0,6 quelque chose, 0,680, 625%, est passée à 8%. Autrement dit, si vous avez l'habitude d'acheter votre pain à 60 centimes, oui, eh bien, vous le retrouvez à 8 euros. Ça passe, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, en pourcentage, c'est quand même plus de 1200%. Et comme on le dit souvent, les impôts ont bien fait des choses. Oui. Il y a une ligne sous cette feuille de taxe foncière qui indique le taux de variation d'une année à l'autre. Et cette feuille n'a jamais prévu une augmentation à 4 chiffres. Autrement dit, nous nous trouvons avec des variations de plus ou moins 10%, 3%, etc. Et là, ils ont été dans l'impossibilité de porter le taux, et on a juste le petit ret.
c'est-à-dire qui vous indiquent en fait qu'ils ne peuvent pas donner ce chiffre puisque ce chiffre est à plus de 1200% d'augmentation de la taxe foncière à la part communale, on précise bien, puisque la taxe foncière correspond à une part communale, à une part intercommunale, également la GEMAPI, plus autre chose. Il y a la taxe spéciale et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà. Et c'est ces taxes-là qui ont été ce jour-là votées. Alors, il y en a qui ont été votées avec un certain nombre de majorations, pour lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais bon, on ne va pas tiquer puisque nous savons très bien que de manière budgétaire, de manière normale, la gestion d'une collectivité est basée sur ses recettes. Et les impôts font partie de ces recettes. Donc, il est normal qu'il y ait des augmentations. Mais de là à avoir une augmentation aussi importante... ça ne s'était jamais vu au Gosier. Mais en France, on a cherché... Même en France, nulle part. Ça ne s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Oui. On doit bien le préciser, le marteler. Ça ne s'est jamais vu. On a cherché, on a contacté, que ce soit en métropole ou ici même, on a vu des juristes, jamais. C'est du jamais vu. Et pourtant, la CAL a pris cette décision. Et là, je reviendrai juste entre parenthèses sur les conditions, puisque cette taxation, cette augmentation scélérate un petit peu, c'est passé à la désirade. Nous n'avons, et nous le disons, absolument rien contre les désiradiens. Ce sont des frères, ce sont des parents, ce sont des Guadeloupéens comme nous. Et effectivement, en situation de double insularité comme on connaît, et c'est normal qu'il y ait un conseil communautaire. Mais sur ce conseil communautaire très important, où votait la taxe, on aurait pu donner la possibilité soit à l'ensemble des élus d'être présents et donc choisir l'heure qu'il fallait, choisir le moment qu'il fallait ou encore le faire tout simplement. Ça veut dire que tous les élus n'ont pas participé à cette réunion. Ils se sont retrouvés à la désirade avec une convocation pour un conseil communautaire qui a lieu à 9h, si je ne me trompe, du matin et où ils ne peuvent retourner que vers 17h. Donc, ça veut dire que votre journée est bloquée en partant à la désirade. On oublie les gens qui ont le problème de mal de mer, puisqu'aussitôt arrivé réunion quelques temps après, on oublie les gens qui ont peut-être des parents malades, des difficultés des enfants, etc., qui sont des élus, des citoyens comme nous. Donc, du coup, forcément, il y a une écrémation qui s'est faite. Et là, la chose devient, j'ai envie de dire, compliquée, voire complètement anormale, c'est qu'il n'y a pas de visioconférence. On évoque un problème technique, il n'y a pas de visioconférence. Autrement dit, les élus qui ne sont pas présents ne peuvent pas participer. Donc, on ne donne pas les possibilités qui sont offertes par la loi aux élus pour pouvoir participer. Du coup, on se retrouve avec 15 élus physiques, physiques à la CAL, plus 7 procurations. Autrement dit, 22 personnes sur 41 élus à la CAL. Voilà les conditions dans lesquelles on démarre. Donc vous comprenez très bien que les conditions ne sont pas du tout favorables à un jugement éclairé, j'ai envie de dire. D'autant plus que lorsqu'on regarde le déroulement de ce conseil communautaire, tous les éléments n'étaient pas précis. Voilà, il faut qu'il y ait des projections pour que l'élu comprenne quelle augmentation qu'il va voter. Et pourquoi? Exactement, qu'il comprenne. Pas parce qu'il n'y a pas eu de motif, mais par exemple avec une projection disant que si par exemple on a X en valeur absolue avec un pourcentage de temps, voilà, ça va augmenter de temps, etc. Voilà pourquoi, etc. Il n'y en a pas eu. Et le résultat, c'est que les élus ont voté. Je ne dirais pas sans savoir, parce que ce serait faire injure aux élus, mais ils ont voté, parce qu'on a rencontré, dans toutes nos rencontres et nos réunions, j'ai eu l'occasion personnellement de discuter avec un jeune élu du Gosier, qui est élu communautaire, et qui me dit, vous savez, monsieur, je n'ai pas pensé que c'était aussi catastrophique que ça. Et là, je parle d'un élu, mais c'est chacun de nous qui avons autour de nous des élus qui vous disent qu'ils n'ont pas vu la chose comme ça. Alors, le président de la CAL dit que c'est pour des investissements pour le développement de la communauté d'Aglo. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que lorsqu'une assemblée, donc en l'occurrence le conseil communautaire, présente un dossier d'augmentation, notamment des impôts, cette proposition de délibération est accompagnée des motifs, en fait. Et on voit bien qu'il est écrit sur le document présenté par le conseil de la Levant. Il est clairement écrit que l'objet de cette augmentation, c'est pour financer le PPI, donc le plan pluriannuel d'investissement. Donc ce plan qu'on a regardé dans les détails et qui ne concerne déjà, dans un premier lieu, qui concerne un projet qui est fortement décrié par les associations du Gosier, donc il s'agit
du guichet unique, au moment même où on est en pleine dématérialisation, d'accord, et qui priverait en plus les associations de pouvoir dans ce local développer leur activité constitutive, quoi. Donc il y a ce premier problème-là. On voit qu'il y a des propositions d'actions, de projets qui ne concernent que le gosier. Or, la Riviera du Levant, je le dis bien, ce sont des projets qui doivent concerner la Désirade, Sainte-Anne, Saint-François et Gosier. Oui. D'accord? Donc, on voit bien qu'il s'agit de projets pour le Gosier, d'accord? Oui. Et pas pour l'ensemble. Et pas pour la Cale. Donc, en fait, il n'y a pas de projet de territoire. D'accord. Voilà, ça, c'est une première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois que le président est interrogé sur le motif, les raisons changent. Exact. Donc, le document qui a été présenté aux élus donne une explication. On a vu sur des chaînes, il évoque la corruption, il évoque Sinoval, il évoque la dette. Et lorsqu'on regarde le document qui est présenté le 14 décembre 2020, donc 15 jours, enfin un mois avant cette délibération, il est clairement écrit que la pression fiscale demeure le plus faible des agglomérations, d'accord, mais il est surtout porté, je vais vous dire au 31/12/2020, le stock de la dette de la Cale est nul. Depuis 2016, la Cale finance ses dépenses d'équipement sur ses fonds propres. Donc, il n'y a pas de dette au moment de l'établissement. Qui puisse justifier une augmentation aussi importante. Voilà. Ça. Et on aimerait le dire, même s'il y avait une dette à payer, on pourrait le comprendre. Enfin, ce n'est pas le cas. Oui. Mais pour pouvoir payer, apurer une dette, ce n'est pas en une seule fois, d'accord? Et surtout, si c'est pour mettre des milliers de personnes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade, dans la rue, il faudrait quand même qu'on ait un peu de bon sens pour voir jusqu'à quel point on peut demander à quelqu'un de payer. Et là encore, qu'on regarde l'augmentation de cet impôt, on se rend compte que d'une année à une autre, on demande à une famille dont le revenu n'a pas changé et qui, en raison du contexte sanitaire, a peut-être même perdu son emploi. On lui demande de trouver 700, 800, jusqu'à 1500 euros de plus. Ça, c'est pour les particuliers. Mais pour une entreprise, on demande de trouver, alors que les bâtiments sont peut-être restés fermés, on leur demande de trouver 5 000, 6 000 euros d'une année à une autre. C'est totalement inconcevable. Alors, il y a eu la création de ce comité et des rencontres, puisqu'on a suivi, on dirait que des rencontres. Qu'est-ce que ça donne quand vous faites ces rencontres avec le président? Alors, la première rencontre a été au niveau, c'était notre première action en fait, où nous avons bloqué l'entrée de la Cale jusqu'à obtenir une rencontre avec le président. Chose qui s'est faite. Le président était là avec un élu, 2 élus en visioconférence et avec des techniciens. Et comme nous le disons, nous le répétons, il s'agit d'une taxe qui relève des élus. Et c'est une action politique que d'augmenter les impôts. Donc notre discours n'est pas de dire que nous voulons voir les techniciens qui nous expliquent quoi que ce soit, puisque nous ne sommes pas nous-mêmes des techniciens. Et on sait très bien que monsieur tout le monde, lorsqu'il aura un technicien en face qui lui expliquera que le taux est augmenté parce que ceci, péréquation, par toute une série de mots qu'on ne va pas comprendre, après on enfume les gens. Et le résultat, c'est qu'on ne comprendra rien. Donc il est clair pour nous que notre discussion, notre débat, tout ce qu'on peut avoir avec la Cale ne sera pas avec des techniciens. Ce sera avec des élus parce que c'est une décision politique qui a été prise d'augmenter les impôts. Ça, c'est clair et c'est ferme. Et je voudrais rajouter par rapport à ce que disait tout à l'heure Mme Coupé, lorsque vous avez parlé des différents motifs, elle a bien précisé que les motifs changent suivant la personne qui est en face. Et c'est quand même extraordinaire de se rendre compte de ça, puisque le PPI a été le motif qui a été donné lors de ce fameux conseil communautaire. Et lorsque nous arrivons dans cette première rencontre à Gosier, au siège de la Cale, on nous parle de magouilles, on a trouvé des dettes, etc. Et on nous parle du SIAG. Qu'est-ce que le SIAG vient chercher là? Non seulement on nous parle du SIAG, on nous parle d'une dette de 60 millions du SIAG. On est à une période où on n'a pas encore les chiffres clôturé du SIAG. D'accord? On nous parle de 60 millions, alors que tous les pronostics parlaient d'une somme qui était autour des 40-50 millions. Mais on nous parle de 60 millions. Et lorsqu'on nous dit que cette dette sera imputée au SIAG, donc il va bien falloir trouver l'argent, moi j'aimerais bien comprendre, puisque sous les ondes, le préfet, les élus l'ont dit, que la dette du SIAG soit répartie aux différentes EPCI. Donc en imaginant
en imaginant qu'on ait 60 millions de dettes, on n'aura pas 60 millions pour la CARL. D'accord? Oui. Et quand bien même, on continue, les 60 millions ne seraient pas à rembourser en une seule fois. Oui. Pourquoi nous devons subir une augmentation de plus de 1200% pour payer des dettes de la CARL alors que cette dette ne sera pas payée en une seule fois? Et par ailleurs, les créances du SIAG devront être déduites de cette dette. Donc, à aucun moment, en aucun temps, on ne pourra avoir un montant de 60 millions de dettes qui sera répercuté sur la CARL. Alors, suite à vos interventions, j'ai reçu, comme beaucoup de journalistes, un courrier du président de la CARL disant qu'il n'était pas possible, puisque la demande qui a été faite, c'est de revoir cette imposition un petit peu injuste. Et dans ce courrier, il était dit qu'il n'était pas possible, effectivement, de revenir sur une décision qui avait été prise, etc., à la date qui avait été donnée. Alors, la question qu'il pose aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais laisser la parole à ma collègue, ensuite je vais... Donc, moi, je pense qu'il est important de préciser une chose, c'est que la loi autorise, c'est la loi formule que lorsqu'une délibération est prise, d'accord, par le parallélisme des formes, c'est cette même forme, donc c'est-à-dire l'Assemblée va de nouveau se réunir pour enlever, retirer une délibération prise. Donc, il n'y a que le Conseil qui a pris une décision qui peut retirer cette décision, d'accord? Donc, si, pour ce qui nous concerne, la délibération du 15 janvier a été prise par le Conseil communautaire, il n'y a que le Conseil communautaire, la volonté des élus du Conseil communautaire habilité à retirer cette délibération. D'accord? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous avons vu lors de nos rencontres, et notamment lors du Conseil communautaire du 18 novembre, donc il s'est tenu à la salle de délibération au Gosier, nous avons interrogé directement les élus présents pour leur dire, est-ce que vous étiez d'accord pour qu'on revienne sur cette délibération? Oui. Et que disent-ils? La majorité des élus se sont mis debout en disant, oui, nous sommes, effectivement, nous rendons compte, nous entendons la souffrance, nous entendons les difficultés de la population de la CARL, donc nous sommes d'accord, ils se sont mis debout. Donc là, normalement, le problème aurait dû être réglé, là, puisque le Conseil qui a pris cette décision était favorable, prêt à revenir dessus. Et bien, qu'est-ce qu'on a vu? Le président de la CARL, avec 2 ou 3 élus, se sont levés, ils sont partis. Et c'était quand même la 3e fois que ça se produisait. Mais pour revenir à ce que vous disiez concernant une décision a été prise, ce fameux courrier, nous parlons bien d'une demande qui a été faite par le président de la CARL à l'attention de la DRFIP, d'accord, la Direction régionale des finances publiques. Donc, voilà quelque chose de vraiment bizarre. Bizarre en 2 points. Nous avons un courrier qui est déposé en date du 18 novembre. 17 novembre. Et nous avons une réponse de la DRFIP du 18 novembre. Et le 18 novembre, on a déjà le courrier de propagande qui est déjà distribué sur tous les réseaux sociaux. Voilà déjà le premier aspect. On se pose vraiment des questions et on est dubitatif sur tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, depuis quand nous, départements, dans cette phase de décentralisation, avons à interroger la DRFIP sur ce que nous avons à faire. Et c'est là où on se pose encore une question, mais c'est quelle est vraiment la compétence des élus, ou du moins la connaissance des élus en la matière? L'élu est élu et prend des décisions politiques. Je ne comprends pas pourquoi l'élu va demander à la préfecture ou encore à la DRFIP, qu'est-ce que je fais quand j'ai les élus qui me demandent ça? Parce que clairement, c'est la question qui a été déposée. Les élus me parlent d'annuler la délibération. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce qui est demandé. Et donc, finalement, la DRFIP répond quoi? Elle dit non. On lui a posé une question bien précise, elle répond. Et voilà que cette réponse, et je suis sûr que la DRFIP doit quand même s'étonner de voir comment ça a été repris, elle a répondu que ce n'était pas possible en termes d'annulation. Mais l'élu ne nous a pas écoutés. L'élu ne nous a pas entendus, puisque nous disons régulièrement et de manière permanente que ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut enlever cette augmentation. Il faut l'enlever parce qu'elle n'est pas supportable et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas possible de la payer.
surtout dans cette situation. Donc, cette décision politique, on doit avoir en contrepartie une autre décision politique, non seulement qui l'annule, et qui met en place quelque chose de remboursement, puisque les Gozériens particulièrement paient déjà leur impôt, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Sainte-Anne commence à recevoir, Saint-François également, et la Désirade a reçu. Donc, le résultat, c'est que tous ces gens, parce qu'il a parlé d'une petite minorité de personnes, mais on verra bien quand les gens vont Là, nous sommes bloqués. Voilà. Mais le résultat, c'est que tous ces gens vont se retrouver avec, comme le disait tout à l'heure Madame Coupé, va se retrouver avec plus 500, plus 600, plus 1200 euros en plus à payer. Et vous répondez que la DRFIP nous a répondu, c'est pas possible de faire l'annulation. Alors que nous disons, il faut l'enlever. Que vous et votre fameux technicien puissent trouver les voies et moyens pour mettre en place ce que la population réclame, ce que les citoyens demandent, mais surtout pas de grâce à demander à DRFIP qu'est-ce que je dois faire puisque on m'a demandé. Il y a des techniciens à la ville, au niveau de la CAR, je crois. Juste une précision, je pense qu'en termes d'honnêteté intellectuelle, s'il s'agissait d'interroger sur le droit administratif, on aurait interrogé le tribunal administratif. D'accord? Donc, en aucun cas, que ce soit le préfet qui fait un contrôle a posteriori, ou encore moins la DRFIP qui est là juste pour recouvrer l'impôt qui est voté par délibération, sincèrement, il n'y a aucune explication honnête qui puisse justifier qu'on interroge ou la DRFIP ou le préfet, alors qu'en fait, on aurait compris que naturellement, on aurait posé la question au tribunal administratif. Alors, une dernière question, rapidement, on va conclure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre qui est prévue ou pas à votre niveau, sur le comité? Puisque, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a un mur, là, entre vous. Il y a un mur. Il y a quelqu'un qui a construit son mur, j'ai envie de dire. C'est vraiment à propos, compte tenu de la période. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, nous allons continuer. Nous allons continuer à demander, et nous le précisons bien, puisque maintenant que le président de la CAR a décidé qu'on a demandé l'annulation et ne nous a pas entendu, on va lui dire clairement, il va falloir retirer cette augmentation, tout simplement. Il va falloir la retirer. Et ça, c'est complètement possible techniquement, c'est complètement possible légalement. D'accord. Donc, parce qu'il faut, juste une chose, c'est qu'il faut bien comprendre que nous voyons maintenant qu'il y a dans la rue des gens, parce qu'effectivement, il y a le problème du pass sanitaire, mais parce qu'il y a une souffrance et il y a des difficultés. Donc, la population de la CAR, voilà, c'est la double peine. Donc, on a les problèmes généraux déjà, voilà, et auxquels il faudrait rajouter une telle augmentation. Et j'aimerais préciser que le danger aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne réagit pas aujourd'hui, dans 3-4 ans, ce sont des familles guadeloupéennes, des familles qui vivent sur le territoire de la CAR, qui risquent de se voir saisies. Donc, on va saisir leur maison, et donc, ce sera des difficultés ajoutées à d'autres difficultés. Et pour terminer cette sorte de double peine, et là, je parle précisément pour bien le faire croire que ce n'est pas parce qu'au départ, ça a démarré à Gosier que c'est une affaire gozérienne. On est bien sur une affaire qui concerne la CAR. Et nos amis de Saint-François, eux, ils vont vraiment vivre la double peine. Parce qu'ils ont... La triple. Il y a une augmentation de la part communale à Saint-François des impôts. Et on se retrouve avec une augmentation de plus de 1200% de la part intercommunale. Alors, je ne vous dis pas, le Saint-Franciscain, lorsqu'il va découvrir sa feuille des impôts, comment il va réagir. Et là, on verra si c'est une petite minorité. Voilà. Merci en tout cas d'être venu donner ces explications qui étaient nécessaires. Les 13h09, on prend notre première pause. On se retrouve tout à l'heure pour développer le journal et nos prochains invités. À tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, il est exactement 13h15. Retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on va recevoir le porte-parole de l'intersyndicale de la Martinique, le secrétaire général de l'UGTM, Serge Haribo. Serge Haribo est avec nous en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, Serge Haribo, on vous a fait venir, on vous a interviewé parce qu'on veut comprendre un peu ce qui se passe en Martinique. Puisque hier, on a entendu que tous les barrages devaient être levés. Et on a appris qu'en même temps, à Sainte-Thérèse, la nuit avait été particulièrement agitée. Oui, pour la deuxième soirée, la nuit était agitée à Sainte-Thérèse. Mais il faut savoir que nous n'avons jamais dit que le mouvement de mobilisation était terminé. Donc ce matin, un certain nombre de barrages ont été mis en œuvre. Et nous croyons que cela signifie bien que nous n'avons toujours pas de réponse à nos revendications qui sont formulées pour certaines depuis le mois de juillet. Donc il s'agit bien de rappeler que nous sommes mobilisés parce que nous n'avons pas les réponses essentielles à nos préoccupations concernant l'obligation vaccinale, concernant le pass sanitaire,
concernant un certain nombre de lieux de vie, qui concernent les prix, qui concernent les retraites, qui concernent les allocations chômage. Et je crois que tout le monde a bien compris que l'augmentation de l'essence, l'augmentation du gaz sont des éléments déclencheurs pour bien montrer que le coût de la vie est bien loin de diminuer, toujours en train d'augmenter. Ceci étant dit, oui, nous sommes dans une crise sociétale que tout le monde devrait connaître, en tout cas au niveau du gouvernement. Et il s'agit aujourd'hui que tout le monde comprenne que nous existons, que nous vivons sur un territoire, que nous sommes là et que nous ne sommes pas des gens invisibles, que nous sommes là en train de prier qu'il faut changer les choses, donc nous espérons être audibles et entendus. Si tel n'est pas le cas, il faudra que le gouvernement sache qu'il faut changer d'attitude et changer de braquet concernant les revendications que nous avons formulées. Alors, Serge Haribo, je voudrais quand même revenir avec vous sur la médiation de la semaine dernière, puisque le gouvernement français avait envoyé 3 ou 4 médiateurs pour vous rencontrer. On sait que ces médiateurs, l'une d'entre eux, en toute façon, a été non validée, mais d'une manière générale, est-ce que cette médiation a abouti à quelque chose de concret? Cette médiation n'a jamais eu lieu. Ça sent Pied-Bois qui a voté à l'avance, donc on savait très bien que c'est un mal papa qui va jamais voter. Pourquoi? Parce qu'on nous a désigné une chef de file de la médiation, Mme Toupillier, oui, qui, dans sa nomination en tant que médiateur national, ne pouvait intervenir réglementairement que dans des conflits qui ne concernent pas les conflits sociaux. Les conflits sociaux sont hors cadre de son intervention, donc elle ne pouvait nullement espérer pouvoir faire une médiation. Ça, c'est un vieil fait main toute la journée en plein midi. Donc ça, ce que nous disons, c'est qu'il faut que le gouvernement arrête avec les faux semblants, de croire qu'ils envoient une mission soi-disant de médiation qui a déjà une feuille de route, qui a déjà le déroulement de ce qu'elle doit faire et qui a déjà les conclusions. Mais en plus de ça, c'est vraiment mettre de côté l'intelligence que nous avons sur nos territoires. Pourquoi? On nous envoie une mission qui veut se charger simplement de faire une médiation pour le CHU de Martinique, alors qu'on a pondu une loi du 5 août 2021 qui concerne l'ensemble des acteurs sanitaires. Et tout le monde voit maintenant clairement de qui il s'agit. Ça va depuis les préparateurs en pharmacie qu'on trouve dans les officines de pharmacie, que ce soit les personnes qui travaillent dans les laboratoires, chez les opticiens, dans les cabinets libéraux, dans l'imagerie médicale en tant que manipulateur électroradiologie. Tous les secteurs, les taxis sont concernés et pas simplement des soignants qui travaillent au CHU. Donc ça, ce panel-là, c'est déjà mis en pleine lumière à travers les mouvements de mobilisation que nous avons mis en œuvre depuis 3 mois. Et nous espérons que cette action qui est très pédagogique vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nos mandants, ont bien démontré que le bien fondé de notre demande de suppression de cette obligation vaccinale. Pourquoi? Sur un territoire où c'est un désert médical, on veut faire en sorte de mettre à la porte, de suspendre des soignants, d'enlever des soignants de leur profession alors qu'ils n'ont fait aucune faute professionnelle. C'est un crime sanitaire qui est en train de se jouer avec cette obligation vaccinale. Et c'est pour ça que nous disons simplement, voilà le bien fondé de notre revendication. Oui. Doit-on tenir compte de la réalité de nos territoires ou alors faire à 7000 km des lois hors sol qui ne correspondent pas à nos réalités et vouloir à tout prix nous les imposer. Premièrement, nous imposer une loi. Deuxièmement, nous imposer des injections qui, pour le moment, ne sont pas reconnues. Donc, il y a déjà du recul du gouvernement, même si personne ne voit très bien ces reculs, et nous considérons qu'il y a lieu encore en matière à faire en sorte que le gouvernement entende la revendication, puisque ni la population, ni les travailleurs de la santé n'ont obéi à cette injonction d'aller se faire vacciner. Bien, alors ça signifie aujourd'hui qu'au-delà même de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire, il y a d'autres revendications fondamentales au peuple martiniquais qui ne sont pas prises en compte en ce moment. Elles ne sont pas prises en compte parce qu'il suffit de regarder, et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la situation sanitaire. On ne peut pas parler de santé si on ne parle pas de situation sociale, économique dans un pays.
On sait très bien que la réalité sociale, le niveau social, la capacité des gens d'avoir un niveau de vie cohérent, qui puisse se manger, qui puisse vivre et qui puisse se soigner, va déterminer l'état de santé en Martinique ou dans un autre territoire. C'est la règle générale aujourd'hui d'analyse de fonctionnement des sociétés. Et poser aujourd'hui le problème sanitaire de par le désert médical, de par les infrastructures qui manquent, de par le nombre des effectifs qui sont manquants sur le territoire, c'est poser aussi le problème social parce que nous savons qui nous recevons dans nos institutions. Qu'elles soient des personnes âgées, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes qui ont des problématiques de pathologies particulières que nous avons sur nos territoires, nous voyons que l'aspect social est important. L'aspect sanitaire est lié à l'aspect social. Donc, lorsque nous parlons chômage, lorsque nous parlons niveau de vie, salaire, lorsque nous parlons niveau de retraite, nous savons très bien que tout ceci est lié et que si on n'y remédie pas, c'est en quelque part laisser pour compte une grande frange de la population qui a besoin d'autre chose que ce qu'on lui propose aujourd'hui. Le niveau social aussi, c'est la question de l'emploi de nos jeunes. Trop de chômage tue la jeunesse. Trop de chômage entraîne la jeunesse dans des travers qui ne sont pas acceptables, non pas parce qu'ils sont nés pour ça, ils ne sont pas nés pour ça. Oui. Par contre, ils sont nés sur un territoire qui mérite une considération différente dans les politiques qui y sont appliquées et dans la mise en œuvre de moyens pour permettre à ces jeunes de pouvoir enfin exercer leur droit de fonder un avenir, d'avoir des diplômes, de pouvoir espérer travailler, de pouvoir espérer de rester sur place et ne pas avoir à s'expatrier. Mais c'est très bien que tout le monde voit aujourd'hui cette réalité, même si elle s'exprime le soir, même si elle s'exprime différemment. Mais c'est un cri d'alarme qui est poussé et je crois qu'il faut le comprendre comme ça et l'analyser ainsi. Alors, est-ce que tout ce que vous dites a été pris en compte par la CTM? Je veux dire, est-ce que Serge Letchimy est prêt à vous recevoir, à discuter avec vous de ces problématiques? Alors, nous avons rencontré Serge Letchimy, président de la CTM hier, président de l'exécutif, accompagné du président de l'Assemblée. Donc, c'était les deux présidents en place qui nous ont reçus, qui ont très bien compris les problématiques et qui nous font des propositions. La première, c'est une proposition qui rejoint celle que nous avons faite au préfet, qu'il s'agit de dire qu'il nous faut rentrer en négociation autour des points de revendication, il nous faut une méthode pour pouvoir y arriver et que pour ça, il nous faut en face de nous l'ensemble des acteurs donc, qui sont concernés, qu'ils soient des acteurs, des représentants de l'État, tels que le préfet, le directeur général de l'ARS, ou alors les autres représentants concernés par tous les problèmes, y compris les politiques. La deuxième option qui a été choisie par la CTM, c'est de réunir un comité paritaire, un comité technique qui s'occupe de tout ce qui est des affaires publiques et qui est une émanation de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qui fait partie des options que la CTM peut prendre lorsqu'il y a des problèmes publics du type que celle que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Et ça, c'est, si vous voulez, ce que nous demandons depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, que les politiques puissent exercer leur pouvoir de dire ce qui est nécessaire pour le pays martiniquais. Alors, cette réunion aura lieu vendredi, donc dans 2 jours. Cette réunion aura pour objet d'analyser en profondeur les revendications qui sont posées par l'intersyndicale. La composition de cette commission, c'est de faire en sorte que l'ensemble des élus, donc opposition comme majorité de la CTM, soient représentés, mais aussi que les parlementaires, que l'ensemble des maires soient représentés par les EPT. Dans le cadre de cette réunion collective, et qu'il y ait un point de vue politique martiniquais qui soit exprimé. Et nous espérons qu'on ira jusqu'au fond du problème sociétal qui est posé, du problème sanitaire qui est posé, du problème culturel qui est posé, pour que les revendications politiques rejoignent les revendications sociales que nous posons aujourd'hui et qu'elle ait un écho, enfin,
vis-à-vis du gouvernement pour que l'on puisse enfin comprendre qu'il y a unanimité à faire en sorte qu'on doit résoudre ces problèmes en Martinique. Alors, Serge Haribo, avant-dernière question. Est-ce que sur le terrain, la situation reste identique? Je veux dire, est-ce que les barrages, les blocages vont être maintenus ou qu'est-ce qui va se passer dans les 48 heures, disons, après cette réunion avec la CTM? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le nombre de barrages a augmenté. Oui. Et ça c'est clair sur le terrain. Il y a des citoyens maintenant qui se mettent aussi dans la lutte. C'est une bonne chose aussi. Nous demandons simplement que ce soit quelque chose d'organisé, d'ordonné, de façon qu'il n'y ait pas de dérive, mais qu'on puisse comprendre que nous sommes à même dans le pays à nous organiser et à monter au front en termes de mobilisation, que ce ne soit pas simplement les syndicats, mais qu'il y ait aussi ce qu'on a toujours demandé dans les quartiers, dans les communes, qu'il y ait cette conjonction qui soit faite. Et il appartient aujourd'hui, et la balle est dans le camp du gouvernement, de bien vouloir répondre. Ce n'est pas simplement le fait qu'on a ajouté, on a bien entendu que le ministre des Outre-mer, entre guillemets, a réinstauré pour les vaccinés ou les non-vaccinés le test pour pouvoir rentrer dans le pays. Oui. C'est une bonne chose. Oui. On a noté aussi que pour les pompiers en Guadeloupe, comme les pompiers en Martinique, les tests soient suffisants pour qu'ils puissent continuer à travailler. C'est une bonne chose. Mais on ne va pas utiliser la méthode des tranches de saucisson pour avoir le saucisson en entier. Oui. C'est ça, comme on est en période de Noël, c'est pareil pour le jambon. On le prend en entier, après on le découpe. Mais là, on a besoin de voir le jambon en entier, à savoir l'ensemble des problèmes soient enfin analysés. On prend des petits soupçons de solutions que nous avons déjà proposées depuis plusieurs semaines et mois, qui sont déjà pratiqués sur le terrain à certains endroits, et on fait comme si on ne comprenait pas. Mais oui, on comprend aujourd'hui qu'un Premier ministre peut être doublement vacciné et être contaminé par le Covid. Donc, il peut être aussi contaminé et contaminant. C'est ce problème que nous posons depuis un moment pour la question du pass sanitaire. Et nous espérons que cette voie qui est ouverte au niveau des transports aériens, au niveau de toutes les activités qui peuvent être touchées, qu'on l'on comprenne bien que c'est la protection sanitaire qui est en avant, qui est prioritaire, et non pas simplement des décrets et des lois qui ne correspondent pas à ce que nous avons besoin. Alors, un dernier mot, Serge Haribo, je ne sais pas, je suppose que vous devez être informé. Le ministre des dernières colonies, comme on l'appelle ici, le Cornu, a précisé que s'il venait en Guadeloupe, je ne sais pas si c'est valable pour la Martinique, il refusait de rencontrer Elie Domota, le leader du LKP. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce type de déclaration. Parole en bouche pas sage, ça c'est quand le temps du colon était dans le temps d'avant et puis prenait les esclaves et en faisait ce qu'il voulait. Il nous semble que nous avons un liénage Guadeloupe, Martinique, Guyane inadmissible, inacceptable et inconcevable. Voilà ce que nous dirons sur cette affaire. Voilà, Serge Haribo, merci de tes informations. Ça nous a besoin de comprendre si ça a passé Martinique et puis nous avons dit que d'autres soleil et qu'un pays pas lagué. Voilà. C'est nous qui avons dit qu'un pays pas lagué. 13h30, deuxième pause et tout à l'heure on va développer l'information et puis retrouver Madame Karine Bayeux, elle est psychologue et avec elle on va discuter, parler des problèmes des barrages mais aussi surtout les problèmes des violences, ce qu'on appelle des violences des jeunes. Alors je ne sais pas si elle est arrivée ou si on l'aura au téléphone, elle est là ? Oui, donc on l'aura en direct. Donc tout de suite après la deuxième pause, on développe le journal rapidement et puis on revient à Madame Karine Bayeux tout de suite. Voilà, il est 13h39. Je vous l'ai dit, on va recevoir une psychologue, Karine Bayeux, qu'on commence à connaître ici. Bonjour. Bonjour, Danick. Et vous êtes venu pour nous parler de... Eh bien, c'est vous qui m'avez suggéré, proposé. Oui. Vous aviez envie que je puisse m'exprimer un petit peu sur la violence. Et des jeunes. Des jeunes... ou des moins jeunes. Oui, des moins jeunes. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient sur Bastère. Bastère, le maire, il est revenu du congrès des maires, enfin, André Attala, et donc il s'est réuni avec son conseil municipal pour prendre un certain nombre de décisions, puisque vous savez que hier, la ville a été complètement morte suite à une information qui a circulé par rapport à un procès qui avait lieu. Tout de suite, avec Olivier Félix, on fait le point à Bastère. Alors c'est vrai c'était vendredi soir, il y a eu effectivement des exactions dans la ville, il y a eu 3-4 magasins qui ont été dévalisés. Depuis, les choses se sont calmées. C'est vrai qu'on a une pensée un peu pour ces commerçants qui ont tout perdu, pour certains.
et aussi les salariés, qui sont aussi les salariés qui demain se retrouveront sans emploi. Bon. Les choses se sont calmées, il y a des barrages autour de Basse-Terre. Moi, je pense, je ne serai pas original en disant que j'appelle au calme, j'appelle à la sérénité, que la Guadeloupe se retrouve. Je crois qu'il y a 2 dossiers en cours. Il y a le problème sanitaire, cette vaccination, cette obligation vaccinale. Moi, j'aurais parlé plutôt de devoir vaccinal plutôt que d'obligation vaccinale quand on est un soignant. Et la problématique de la situation économique d'une jeunesse qui est en difficulté, un taux de chômage important. Donc on a en fait 2 dossiers qui se cumulent. Le starter, ça a été la situation sanitaire et donc le dossier du vaccin. Et maintenant, on est face à un problème qui est celui d'une jeunesse en difficulté, du taux de chômage. Donc il faut amener des réponses. L'ensemble des élus, l'ensemble des forces vives de la Guadeloupe doivent porter des réponses parce qu'il y a une demande. Ces barrages, c'est qu'il y a une souffrance et il faut y répondre. Alors nous faisons régulièrement des réunions entre l'association des maires se réunit régulièrement une fois par semaine déjà au sein de l'association. Nous avons effectivement hier eu une visio avec le préfet où nous avons signalé ces éléments. Ça va se résoudre en 3-4 jours. Je crois qu'on part sur une certaine période pour pouvoir analyser la situation économique, la situation de la jeunesse. On a parlé effectivement de davantage d'insertion, l'emploi, une jeunesse qui est en difficulté. Et effectivement, c'est un problème qui traîne. On a un taux de chômage important au niveau notamment des jeunes, on le sait. Je pense qu'il faut appeler au calme pour se mettre autour d'une table et nous sommes bien sûr prêts à discuter avec les organisations syndicales pour avancer, pour que ce pays de Guadeloupe avance. En fin de matinée, il y a effectivement eu quelques rumeurs comme quoi il y a des jeunes qui descendent sur Basse-Terre. En fait, comme il y a la comparution au tribunal, vous savez comment ça se passe, lorsqu'il y a un syndicaliste ou il y a des jeunes qui apparaissent en comparution immédiate, il y a toujours ce qu'on appelle un petit mouvement de solidarité, comme on dit Ravin Bayo Fosla. Voilà, mais il n'y avait rien de sérieux derrière. D'ailleurs, il n'y a rien eu sur Basse-Terre. Alors la nuit a été calme dans Basse-Terre, et c'est sûr qu'il y a toujours les 3-4 barrages autour de Basse-Terre qui effectivement sont maintenus. Hier, dans la nuit et au petit matin, il y a des forces de l'ordre qui ont débarrassé un peu le barrage qu'il y a du côté du cimetière pour permettre à la côte sous le vent de pouvoir accéder à Basse-Terre. Voilà, il n'y a que ce problème de barrage actuellement. J'espère que rapidement ils seront levés, à la fois peut-être par les barragistes eux-mêmes, parce que voilà, c'est pas autour des barrages qu'il y aura le dialogue. Il faut entamer le dialogue et il faut permettre que Basse-Terre puisse circuler normalement, ainsi que les autres villes de la Guadeloupe. Alors, je confirme quand même qu'à Rivière-des-Pères, le barrage n'est toujours pas levé. Alors hier soir à Bouliki, où il y avait un barrage, un jeune a été blessé, semble-t-il, par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est une balle? Est-ce qu'au contraire c'est un éclat de grenade? En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions sur cette affaire. Michel de Papier rendu sur place. On regarde un peu de son reportage. Nous étions au barrage là, nous étions joué domino, nous étions tranquillement. Pas de souci, pas de rien. Et nous avons dit que la police est arrivée. Donc, nous restons au calme parce que la police a l'habitude de venir et ils ont fait des mythos directs. Et dès là même, ils ont parlé de nous, ils ont posé nous des questions, c'est tout. Pas de rien. Avec Consi, ils viennent et ils attendent là comme ça. Ils attendent là comme ça. Avec nous voyons, nous pas fait rien, nous étions calmes. Comme d'habitude, nous étions calmes parce que nous, si barrage la Bouliki, nous pacifistes. Et comme si, ils ont commencé à viser nous au laser. Donc nous ne pas comprendre. Et en ayant informateur justement là, il dit moi que renfort est gravine. Donc moi non plus ça pas comprendre. Tu vois? Et à un moment, ils ont commencé à avancer. Et c'est là que ils voyaient flashball. Avant ça, c'est connaissance, flashball. Mais des sortes de gros bombes, t'es capité. Vous voyez ça, c'est nous, alors que nous n'avons pas fait rien. Nous étions là tranquillement, nous avons regardé pour voir ce qu'on a fait. Et ils ont commencé à voir des gros bitins sur nous, bitins pétés. La preuve, nous, un collègue en nous là, il est blessé, il est à l'hôpital. Ces messieurs viennent, comme si au début, ils viennent avec 3 fourgons. À dans des 3 fourgons là, t'es ni militaire, des sortes de Normandie. En passant si c'est arabe ou bitin, ils étaient en marron, ils viennent.
avait fusil à yo vient à pied, yo commencé à tirer, yo tiré en l'eau. Après ça, là, yo tiré, yo passé tout de suite. Et le pire, c'est qu'ils osent mentir sur nous pour dire qu'on a riposté avec des balles, qu'on a tiré sur eux alors que c'est faux. On dit, yo crié radio, yo dit comme ça que, ah oui, nous tenons fusil, nous t'avons tiré sur la loi répliquée, menti ça, pas vrai ça, nous pas armés à rien. Nous disons comme ça que nous pas brûler Casamou, nous pas faire rien, c'est juste nous pacifistes, nous pas barrer la rue là seulement et brûler la rue là plus. Et le pire, c'est que nous, barrage Bouliki, nous avons fait des gens passer alors que nous dans le barrage, pour ne pas passer. Pour ne pas passer, nous avons fait passer pompiers, nous avons fait passer infirmières, nous avons fait passer toute situation qui est urgence, amis, tout ça qui n'est pompe à insuline, tout ça qui est urgence, même si c'est mon menti, peut-être, on pas savent, même si c'est mon menti, nous avons fait passer. Tu vois, donc nous ne pas menti. Peuple Guadeloupe, ou qu'a dit que nous avons tiré sur la loi, fait l'argent bête. Hein? Nous c'est des couillons, nous ni fusil, nous avons tiré sur la loi. Ça c'est gros l'argent, nous ça. Nous pas couillons, amis. Merci. Voilà. Bien, c'est une bonne introduction pour votre intervention, Madame la psychologue. Alors, depuis la semaine dernière, puis jeudi, on a parlé d'exaction de jeunes. Certains politiciens ont été jusqu'à les traiter de voyous, de gangs, etc., etc. Et c'est vrai que sur les barrages, puisque je suis allé voir, même vendredi soir, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, j'ai suivi ces jeunes. Il y a des très jeunes, moins de 15 ans. Il y en a même qui ont été arrêtés. Et donc, la population s'interroge, se dit, que se passe-t-il avec la jeunesse guadeloupéenne? Pas toute la jeunesse guadeloupéenne, mais au moins ceux qui étaient dans ces actions jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Alors, quelle est l'interprétation qu'un psychologue peut faire de cette situation? Alors, bon, ce qui est important quand même, je pense, de préciser, c'est qu'en effet, il y a vraiment différents types de façon d'être. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir dire c'est ça qui s'est passé, les jeunes sont comme ci, ils sont comme ça. En plus, je suis pas sur les barrages. Donc, je pense que le mieux, c'est en effet de pouvoir multiplier les interviews et d'aller à la rencontre des jeunes. Et je pense qu'il y a vraiment une multiplicité d'explications et de causalité, en fait. Il y a plusieurs causes et il y a plusieurs types de personnalités, de fonctionnement. On emploie le mot gang, on emploie le mot voyou, mais en fait, au départ, il ne faut pas oublier que les barrages qui sont mis en place, c'est des barrages suite à des revendications. Des revendications dans un contexte sanitaire, peut-être aussi, et aussi, bien sûr, ça renvoie aussi au contexte social, économique de la Guadeloupe et même politique. Et politique. Oui. Bien évidemment que tout ça, ça se mélange. Mais au départ, il ne faut pas oublier que les actions qui sont mises en place et la stratégie de barrage qui peut paraître violente lorsqu'on voit des images de feu, de carcasses, mais ça ne suppose pas que les personnes qui tiennent ces barrages sont des personnes qui font partie de gangs et qui ont perdu tout sens moral. Je pense que c'est vraiment important de remettre dans son contexte. Donc, moi, à mon niveau, je ne me permettrai sûrement pas de juger les uns et les autres. Ça, c'est une évidence. Je peux essayer d'apporter des éléments de compréhension, de poser des questions. Chacun va ensuite, après, les utiliser pour pouvoir essayer de mieux comprendre. La violence, enfin, il y a quand même des actes violents. Oui, bien sûr. Il y a pas des cambriolages, il y a eu des incendies. Pourquoi c'est violent à ce moment-là? Alors, ce qu'il faut, il y a plusieurs choses à comprendre. Pour ce qui est des cambriolages, des incendies d'immeubles, de commerces, etc., de la même manière, moi, je n'ai pas la certitude de pouvoir dire c'est l'œuvre d'un gang. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un gang. Ou c'est l'œuvre, parce qu'on le sait aussi que ça existe, de personnes infiltrées qui viennent attiser le feu. Ça se retrouve dans toutes les manifestations, dans tous les mouvements contestataires. Dans l'Hexagone aussi, dans les années 90, il y avait beaucoup le cas, des bandes de casseurs qui sont parfois financées par des partis politiques, etc. Même des policiers même. Il y a l'affaire Benalla récemment. Oui, voilà. Donc, moi, je ne peux pas dire, et je ne vais pas juger. Je pense que c'est vraiment important de faire attention à ne pas avoir d'a priori ou de jugement hâtif pour dire c'est un tel, ou c'est eux, oh là là, etc. Parce que finalement, on n'y est pas sur place. J'ai vu passer beaucoup de vidéos. Moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis ce qui se passe. On entend tout et son contraire. Voilà. Pour revenir, donc, maintenant que j'ai posé ça,
Alors, c'est vrai que dans la situation, il peut y avoir des jeunes qui sont organisés, alors pas en gang comme aux États-Unis, en Guadeloupe, c'est quand même pas des organisations aussi hiérarchisées, aussi pyramidales et aussi structurées comme la mafia des États-Unis, que les gangs des mafias. Mais c'est vrai qu'il y a des bandes de jeunes, Larry-là, enfin Chien Larry, etc. Voilà, qui sont repérés. Et souvent, ces jeunes qui sont dans ces bandes, finalement, ont une perception de la société et des repères qui va être en décalage, parfois en opposition, en tout cas qui va s'être structurée de manière interne, propre à la bande. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont souvent des jeunes qui, pour X ou Y raison, dans les familles, c'est vrai que j'ai lu des témoignages, même il y a une dizaine d'années, où il y avait des secteurs où les jeunes gens, les jeunes filles tombaient enceintes à 15 ans, elles pouvaient avoir déjà voire 2 enfants, être grand-mère à 30 ans, et où parfois peut-être les repères sont pas structurants. Et donc, du coup, ces jeunes, pour pouvoir quand même exister, pour pouvoir avancer, pour pas devenir fous, eh bien, se retrouvent entre eux et se réorganisent avec d'autres repères. Ils créent une famille qu'ils n'ont pas. Ils créent une famille qu'ils n'ont pas, mais avec des repères hors la loi. D'accord. Et moi, ça m'est arrivé en consultation d'avoir un jeune qui venait d'une obligation de soins, c'était il y a plusieurs années de ça, et qui était en train de monter dans l'organigramme des chefs de bande. Et je ne l'ai pas vu beaucoup, j'ai dû le voir une fois ou deux, parce que finalement, lui, il n'y voyait pas l'intérêt, mais je sentais bien que c'était quelqu'un qui n'avait pas un mauvais fond, qui n'avait pas des repères, déshumanisés, c'était pas un monstre. Par contre, c'était quelqu'un qui s'était structuré avec d'autres repères, des repères mafieux, avec un code de l'honneur, et qui, sur le moment, n'avait pas envie de changer, n'avait pas envie de revenir dans la voie honnête, conformiste de la société. Donc, ces bandes-là, il y a parmi eux les meneurs, ceux qui pensent, ceux qui ont une forme de structure, même si c'est une structure avec des repères qui vont être hors la loi. Et puis, il y a aussi les suiveurs. Il y a ceux qui vont être peut-être encore déstructurés, qui vont venir chercher une famille, qui sont en souffrance affective aussi, mais qui vont peut-être être plus la partie exécutante, on va dire, que la partie de la pensée. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un gang. Donc un gang peut y voir son intérêt à un moment donné de cambrioler un magasin, pour alimenter. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Ensuite, ce qu'il faut savoir, deuxième chose importante, c'est que nous sommes dans une période où depuis 2 ans, on subit des traumatismes répétitifs, des discours paradoxaux. J'en ai parlé la dernière fois que je suis venue sur la communication. On a des répressions parfois absurdes, des contraintes, et là notamment avec l'obligation vaccinale. Et donc tout ça, ça crée une pression. On se rend compte que le système mis en place, lui, autorise quelque part des transgressions des droits fondamentaux, des libertés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire que les personnes vont, elles aussi, perdre les repères habituels, les repères liés au droit, à la liberté, au respect de la liberté et des instances étatiques. Et donc, ça va conduire chacun à avoir tendance à régresser dans sa structure, dans son organisation et dans ses repères. Et à partir du moment où on entre dans un mouvement de révolte, dans un mouvement de guerre, ça veut dire que quelque part on autorise une des transgressions primordiales. Bon, là, nous n'en sommes pas là. Je ne dis pas que nous avons autorisé le tu ne tueras point. De même que l'on préfère créer une société, enfin pas une société, une situation d'urgence, pour eux, eux aussi, ils sont dans une situation d'urgence par rapport à la situation d'urgence. Oui, mais et puis, c'est pas que c'est nous aussi. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés, ça c'est un principe général, à ce phénomène de régression pour se protéger de quelque chose de difficile. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on met en place un mouvement insurrectionnel, un mouvement en tout cas d'opposition, où on n'est plus dans juste des marches, on est dans quelque chose d'un peu plus agressif.
des barrages, mettre le feu, etc., eh bien, certains individus vont peut-être avoir plus de mal à rester, à ne pas faire sauter les capsules sociales qui permettent de tenir le règlement. Et puis, il y a l'effet de foule. Ils sentent que la loi devient normale, quoi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, toute la sphère pulsionnelle, émotionnelle, accompagnée des frustrations ancestrales, des frustrations passées, des frustrations liées peut-être en effet à la difficulté de la jeunesse économique, mais aussi souvent sans salaire, sans emploi. Ça va venir aussi piocher dans l'histoire, dans l'histoire transgénérationnelle. On voit bien que certains vont faire des liens avec l'État colonial, l'esclavage, etc., sachant qu'il y a encore de toute manière une réalité sur le terrain économique qui y est liée. Et donc, certains vont réussir à garder leur sang-froid, à garder le raisonnement, la capacité de penser, là où d'autres vont se laisser envahir par les émotions, par un débordement émotionnel. Et c'est là que le passage à l'acte de violence peut à un moment donné émerger. Chez des gens qui ne vont pas avoir prémédité forcément cet acte-là. C'est un entraînement. Ils se laissent entraîner. Ils se laissent déborder, je dirais, et entraîner, mais entraîner parce qu'il y a un mouvement de foule et un mouvement lié à la situation, et déborder. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé vraiment très pertinent et très juste lorsque j'ai lu l'appel aussi aux anciens à pouvoir venir donner de leur expérience à cette jeunesse. Même s'il ne s'agissait pas de les diriger ou de leur dire quoi faire, parce que sinon, de toute manière, ils vont faire le contraire. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, de pouvoir essayer de contenir et de rassurer et de guider, parce que je pense qu'ils en ont besoin. Donc, on voit bien qu'il y a des intérêts différents et que c'est vraiment important de ne pas stigmatiser et de ne pas uniformiser tout ça. Alors, il y a depuis ce matin, j'avais le procureur en ligne. On devait l'avoir, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Il y a déjà à peu près une centaine d'interpellations. Alors, est-ce que la prison peut résoudre ces problématiques? Voilà, vaste question, je n'aurai pas la réponse à 100%. Moi, ce que je peux dire, c'est que, pareil, on observe, il y a une troisième catégorie de population, de type de personnes dont je ne vous ai pas encore parlé, qui va se faire piéger, justement, par la police, par les gendarmes, ça va être toutes les personnes qui vont être complètement désœuvrées, prises dans la drogue, dans la misère sociale, dans les troubles mentaux, les marginaux, les troubles mentaux, qui vont être là au milieu de tout le monde. Et ce seront les proies faciles pour les arrestations, parce que ce seront ceux qui n'auront peut-être pas... qui ne résistent pas, en fait. Oui, puis qui sur le moment, ils voient une boutique qui est ouverte, eux aussi, ils vont aller chercher. J'ai entendu des avocats parler de personnes qui ont été volées des fruits et des légumes. Oui, tout à fait. Donc, j'ai vu ça. Voilà, et ce sont eux qui se sont retrouvés... Les bouteilles d'alcool. Voilà, donc forcément, parmi les gens qui se sont fait arrêter, il y a aussi ceux-là qui cumulent être là au mauvais moment, au mauvais endroit, avec une misère sociale et sans repère. Et ce qui n'est pas facile, c'est que lorsqu'on commence à aller en prison, moi je travaille en psychiatrie, et on a beaucoup de nos patients qui alternent des passages entre la psychiatrie et la prison, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on n'est pas inséré dans la société et qu'on va en prison, on ne s'en sert pas quand on est en prison dans la société. Et quand on ressort, on est stigmatisé, d'une part parce qu'on a été en psychiatrie, d'autre part parce qu'on a été en prison, et parfois, eh bien, justement, c'est à nouveau un retour à la case départ ou au désœuvrement. Et parfois, c'est le retour à la rue qui est plus rassurant. Oui, et d'autant plus qu'en prison, on contacte d'autres personnes qui des fois plus radicalisées. Voilà, tout à fait, ou qui vont même profiter des plus faibles pour continuer à organiser le réseau et à garder les liens de la famille. Alors, Karine, la psy que vous êtes, que dire parce qu'en fait, l'autre problématique, elle est économique, sociale, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, près de 60% des jeunes, on disait 71, on dit 60% des jeunes aujourd'hui sont au chômage entre 15 et 29 ans. Alors, est-ce que c'est un problème économique? C'est un problème d'emploi? Il y a des gens qui sont décrochés, il y a des élèves par rapport à la pandémie qui ont quitté l'école parce que depuis 2 ans, ça ne fonctionne pas. Que faire?
Il y a une Bon, solution? Si je vous dis, j'ai pas, bon, je Non, vous vous n'avez apporte pas la beaucoup de solution. questionnements, j'apporte Oui. des réflexions. Après, j'ai pas forcément des solutions. Oui. Mais bon, ce que je vais dire là va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais, Quand même. vous avez cité beaucoup de raisons. Hein. La pandémie rajoute, la difficulté, l'accès aux études, etc. Mais il y a un fait qu'on oublie aussi, c'est que les personnes, les Guadeloupéens, les jeunes Guadeloupéens, qui réussissent à s'intégrer dans le système scolaire, qui réussissent à s'intégrer dans les formations, eh bien parfois on ne leur fait pas leur place dans les postes clés. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont ailleurs. Oui, ils s'enfuient. Ils vont ailleurs. Ils Et vont donc, au Canada, ils vont jusqu'à Dubaï maintenant. Voilà, ils vont même pas forcément dans l'Hexagone. C'est pas forcément une fuite de l'État colonial. C'est carrément qu'à un moment donné, la place ici ne leur est peut-être pas faite à la mesure qu'elle devrait. On sait très bien tous qu'il y a encore trop d'arrangements. Donc c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités peut-être? Aussi. Oui. Aussi. Après, est-ce qu'ils réussissent à les prendre? Bon, mais bon. Là, Autre question. Elle n'est pas psychologique, celle-là, elle est politique. Non, c'est vrai. Il faudra un autre politique. débat avec, Oui. Avec des personnes qui pourraient en parler. Alors, en conclusion, il ne faut pas stigmatiser ces jeunes ou bien il faut les stigmatiser? Non, bah non. Moi, je suis la psychologue vous dira qu'il ne faut jamais stigmatiser personne. Oui. Il faut essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner, attention, hein, Oui. ou qu'il faut excuser. Je ne suis pas en train de leur Oui. dire ils ont raison de faire ci, ils ont raison de faire ça. Pas du tout. C'est d'essayer de comprendre, de ne pas stigmatiser, surtout que si on veut réussir à créer du changement, c'est important de ne pas les condamner d'avance. D'accord. Quels qu'ils soient. Que ce soit ceux qui sont dans des gangs, que ce soit ceux qui sont à la solde de l'opposition, qui cherchent à alimenter les exactions pour pouvoir mieux apporter de réponses sécuritaires, ou que ce soit ceux qui sont désœuvrés, qui sont perdus. Et puis après, je pense qu'il y a aussi vraiment à se pencher sur, avec tous les acteurs sociaux, politiques, et psychiatriques, sur l'organisation et l'accompagnement des familles et des repères. Des repères structurants qu'on peut donner dans les familles. Parce qu'une fois que les adultes sont adultes, c'est plus compliqué. Voilà, mais merci madame la psychologue, la psychologue de ces pistes de réflexion qui serviront aux gens qui nous regardent et qui ont des enfants, qui ont des jeunes aussi, aux enseignants et aux éducateurs. Je rappelle qu'on a reçu tout à l'heure, en début d'émission, 2 personnalités liées à la question, des impôts de la CARL. Je vais parler de M. Jean-Claude Montout et de Mme Christine Gann, mais aussi qui s'appelle Coupé de Carmartin. Elles ont expliqué comment les impôts de la CARL ont augmenté depuis de 1200%. Et que vous habitez dans la Carle, vous êtes dans la Carle, non? Non, là, c'est vous avez échappé belle. Les gens de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade auront des notes bien salées, une double peine. Avec eux, on a fait le point. On a reçu, bien sûr, notre psychologue de service qui nous a expliqué un petit peu les questions de violence qui se posent pour les jeunes. On a eu quelques pistes sur cette question. Et puis, on a fait le point avec Serge Haribo. Serge Haribo, c'est le porte-parole de l'intersyndicale martiniquaise sur les questions qui sont les mêmes qu'en Guadeloupe: obligation vaccinale refus, passe sanitaire refus et questions sociales et économiques, sauf qu'en Martinique, il y a eu un début de médiation qui a échoué. Et une rencontre entre le représentant de la CTM, M. Letchimi, et donc l'intersyndicale, semble-t-il. Il y a peut-être une petite voix. Cela dit, la situation était particulièrement chaude hier soir dans un quartier qui s'appelle Sainte-Thérèse, à près de Fort-de-France. Je rappelle que sur le plan guadeloupéen aujourd'hui, la circulation est toujours compliquée entre Basse-Terre et Cap-Esther, à Bémao, à Margaillard aussi, à Perrin, à Sainte-Rose. Donc, comme dit le directeur de route de Guadeloupe, comme nous avons reçu hier, évitez, si vous n'avez rien d'autre à faire, à vous déplacer. Pour l'instant, le couvre-feu est maintenu jusqu'au 27, c'est-à-dire jusqu'à samedi, et les écoles restent fermées. On attend la suite, c'est-à-dire les négociations. Voilà, il est 14h04, la réalisation a été assurée par Jordan. On se retrouve demain pour une autre édition du ZCL. Et quant à notre ami psychologue, on la retrouvera dans combien de temps? Oh, je ne sais pas, on va essayer de revenir dans pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps. Le mois prochain. Le mois prochain. Voilà, 14h04, c'est fini pour aujourd'hui, à demain.